C'était une forme d'injustice que quelque part, j'avais subie, qui m'avait fait beaucoup de mal. Mais ce qui m'avait fait beaucoup plus de mal, c'est que derrière, je n'avais pas pu tout simplement participer à cet euro. Parce qu'on le sait tous, si j'avais pas eu cette affaire-là, j'aurais fait l'euro, au moins ma peut-être dernière compétition, qui plus est en plus, qui était en France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour le 3e volet de notre série consacrée à Mathieu Valbuena. On va parler de l'affaire de la sextape. Il nous raconte tout avec beaucoup de sincérité et de franchise, sans aucune amertume. C'est parti. Tu as ce premier challenge quand même assez, que tu as parfaitement résumé, c'est-à-dire d'aller à Lyon alors que tu es perçu quand même comme une figure de l'OM. Et puis effectivement, tu l'as évoqué, il y a cette histoire hyper compliquée sur la vidéo coquine et tout qui s'ensuit. Donc tu as 2 années ultra dures. Comment mentalement tu gères ces 2 années quand même Ça a été dur, parce qu'en plus, entre les deux, j'ai eu ma fille qui est née en 2016. Ouais. J'ai eu tout qui s'est enchaîné, quoi. J'ai eu un vent médiatique. C'était compliqué à Marseille, c'était compliqué à Lyon. Voilà, il y a eu la presse qui était toujours derrière moi. Et j'ai ma fille, donc quelque part, j'ai eu à un moment donné une période dans ma première année avec quelques petites blessures où j'ai récidivé 2-3 fois d'affilée sur un court terme. Mon agent à l'époque, Jean-Pierre Manès, qui m'avait demandé est-ce que tu veux aller voir quelqu'un, un psychologue, tu sais, Bien sûr. juste pour un petit peu, pour peut-être faire vider un petit peu ton sac, tu vois, pour être mieux dans ta peau, pouvoir discuter, qu'est-ce que tu ressens sur certaines choses. Et ma réponse, elle a été claire. Non pas parce que j'ai rien contre les psychologues ou quoi que ce soit, parce qu'ils font du travail extraordinaire. J'ai dit, je veux voir personne. Je veux juste être chez moi et je me relèverai, il n'y a pas de souci. Mais c'était dur. Et avec le recul, tu penses... Chez moi et je me relèverai, il n'y a pas de souci. Mais c'était dur. Et avec le recul, tu penses que c'était la bonne décision ? Bah oui, parce que derrière, ça s'est super bien passé avec Lyon et que derrière, statistiquement, si tu imagines, ma 2e année à Lyon, je mets en championnat 9-10 buts, ce que j'avais mis en une saison à Marseille. Ouais. Statistique. Tu imagines ma meilleure statistique, mes statistiques à ma 2e année à Lyon ont été les meilleures que j'ai fait en Ligue 1. Et derrière, c'est quand même une demi-finale de Ligue Europa contre Amsterdam. Exactement ce que dit Guillaume. Alors, tu as septembre 2015, tu as l'histoire de cette pendaison horrible à Marseille. Octobre, tu as l'histoire de la vidéo qui sort. Donc, le 2 soir mois même, horribles. On joue notre dernier match à Gerland contre Saint-Etienne. Ouais, voilà, donc en plus, tu as le derby contre Saint-Etienne. On gagne 3-0, on fait un gros match. Ça va. Et comment, alors, donc tu le dis toi-même, tu refuses de faire appel à un psychologue. Comment tu te relèves, alors je sais pas si on peut dire que tu te reconstruis, mais comment tu arrives à te créer cette carapace qui te permet de rebondir quelque part. De rebondir et de laisser glisser toutes les horreurs que tu dois entendre sur les terrains ou dans les tribunes pendant, après l'éclosion de cette histoire. Je pense le travail d'être sur un terrain. Pour moi, d'être sur un terrain, ça me fait oublier tous les problèmes. Vraiment. D'accord. Le travail, l'abnégation, le fait d'être sur un terrain, pour moi, m'évade de tout problème. Après, quand tu reviens, tu as encore des problèmes parce que c'est la vie qui veut ça, parce que c'est à un moment donné, c'est cette période qui veut ça avec moi. Tout vient d'un coup, en fait. D'accord. Souvent, les choses dans la vie, ça vient tout d'un coup. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que même avec mon ex-femme, quand on allait au restaurant, j'avais des critiques. Quand j'étais en voiture, j'avais des critiques. Bon, c'était compliqué, très compliqué. Je suis quelqu'un, peut-être un peu moins aujourd'hui, parce qu'avec l'âge,
on prend un peu plus de maturité. Mais j'étais quelqu'un d'insouciant. D'accord. Ouais, mais un peu insouciant. J'étais insouciant, quoi. Ouais. Je suis insouciant et je suis quelqu'un qui arrive sur le terrain, je m'en branle de ce que peuvent dire les gens et quelque part, même si plus tu me détestes, je vais faire en sorte que tu me détestes encore plus. D'accord. Mais justement, moi alors c'est marrant, tu dis que tu es insouciant, ce qui est sans doute évidemment complètement vrai. Effectivement, que tu es un battant, hein, que derrière l'adversité, en fait, ça te nourrit et que derrière, tu as été nourri de l'adversité pour progresser. Et en fin de compte, les gens comprennent pas ta psyché qui, plus c'est adverse, plus tu arriveras à toi à trouver l'énergie pour surpasser. Mais moi, ce qui m'a hyper impressionné honnêtement sur la façon dont tu gères ce problème de vidéo, peut-être qu'on rappelle un tout petit peu, c'est tu demandes à une société informatique de transférer des vidéos, enfin, de ton appareil portable sur un nouvel appareil portable. Et à ce moment-là, le dirigeant de cette société en profite pour faire copier une vidéo coquine que tu avais gardée sur le sujet. Et il décide, avec un autre gars, 2 petits délinquants, de te mettre de la pression. Et là où je suis vraiment hyper impressionné, surtout à cette époque, c'est ta capacité, tout de suite, tu portes plainte. Exactement. Ouais, j'allais le dire. Ouais. Pas mal de gens se seraient écrasés. Et toi, tu as dit, c'est peut-être ton éducation, c'est peut-être ta personnalité. Tu as dit hors de question. Hors de question. Et tu prends une décision qui, honnêtement, maintenant, en 2024, où il y a 76 000 cas comme ça, parce que c'est hyper fréquent maintenant, ce genre de problématique, toi, tu es un des premiers à être victime de ce genre de chat. Tu portes plainte et je trouve ça hyper bolox, quoi. Et ça arrivera encore. Et ça arrivera dans le futur encore, avec toutes les choses informatiques qu'on peut faire, avec tous les réseaux sociaux qu'il peut avoir. Voilà. Mais en fait, c'est ça que je dis, c'est l'insouciance parce que j'ai eu peur de rien. J'ai eu peur de rien, même si je fais pas le warrior que des fois intérieurement, et j'ai jamais montré. J'ai jamais montré. Et c'est vrai que, bon, on n'est pas là pour parler de cette histoire-là, mais juste pour cet exemple-là, moi, quand il y a eu les premières menaces, je vais te dire comment j'ai répondu. J'ai dit, tu sais quoi, toi et ta vidéo, je m'en fiche. En parlant pour l'image, mais je ne l'ai pas dit comme ça. Et tu peux la mettre où tu veux. Ouais, bien sûr. Mais bolox, hein. M'en fous. Mes problèmes dans ma famille, je les réglerai, ne t'inquiète même pas. C'est tout. Ouais, c'est tout, mais c'est pas mal parce qu'il y a eu d'autres joueurs qui n'avaient pas fait la même chose que toi. Facile à dire et je prends de l'assurance. Carrément. Mais sur le moment, je le dis, je suis en sélection. En plus, je suis à Clairefontaine quand je dis ça. Mais je pense, tu sais, ce qui m'a aidé moi à tout ça, je pense que c'est Marseille. D'accord. Parce que Marseille, c'est différent. Marseille, il faut avoir de la personnalité quand tu es à l'Olympique de Marseille. Quand je suis arrivé à Marseille en 2006, j'avais des grosses personnalités. Et après, je me foutais de jouer devant Ribéry, Nasri, Lamouchi, Bolo Zenden, Djibril Cissé. Pour moi, ils étaient rien, quoi. Rien. Ils étaient quelque chose. Non, mais mais t'étais plus impressionné. Sur un terrain, je connaissais personne. Et je les rendais fous. Donc, j'étais quand même. Et je pense que ça m'a. Comment dirais-je? Le fait que Marseille, c'était dur. Après, il y a eu plein de choses à l'Olympique de Marseille. On l'avait dit au tout début qu'on faisait beaucoup de blagues sur moi. Ça m'a endurci. J'ai arrêté de croire que c'était peut-être le monde du bisounours, blablabla. Ça m'a énormément endurci. J'ai vu les ficelles un petit peu en Marseille quand tu fais quelque chose directement, c'est relayé par la presse. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifié. Et tout cela m'a endurci de fou et je pense m'a permis à avoir une personnalité comme celle-là. Peut-être que tu me dis demain je signe à je sais pas moi, et avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, mais je sais pas moi, je vais signer peut-être à Rennes parce que j'avais cette proposition de Rennes avant d'aller à Marseille. Peut-être que je vais à Rennes, peut-être que je fais une autre carrière et peut-être que j'ai une personnalité qui est peut-être pas aussi rude comme ça. Tu vois, tu sais pas. Tu vois ce que je veux te dire. Et je pense que Marseille a été le départ d'avoir un caractère vraiment très tu vois, avoir une personnalité différente.
Parce qu'il faut l'être, il faut l'avoir. Si tu ne l'as pas à Marseille, tu te fais bouffer, tu es mort. Il faut être différent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de joueurs comme moi, quand j'ai joué même à Lyon, tu vois, partout, on disait, mais comment tu as fait? Moi, je ne pourrais pas jouer à Marseille. Tu vois? Parce que c'est différent, parce qu'il faut tout contrôler, tout voir tout. Voilà. Je pense effectivement, Marseille, tu as endurci, mais tu avais quand même en toi cette force intérieure qui demandait qu'à Oui, être, bien sûr qu'à être aussi. activée. Bien sûr aussi. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé. Une sorte de catalyseur en fait de ta personnalité et ça l'a exacerbé et tu es capable de gérer un des premiers cas honnêtement En tout cas, cas public, parce qu'il y en avait eu d'autres qui de ont justement criminalité. préféré. On va rien dire, ouais, de criminalité qui, comme tu dis, va exploser, parce que je pense que les jeunes sont encore plus soumis que toi, tu es encore mature. Ça va exploser. Tu es un des premiers à être soumis à ça, et ta réaction, elle est, voilà, je te dis, hein, mais en plus, je suis pas quelqu'un qui donne toujours des énormes compliments. Moi, j'ai trouvé ça hyper bollock, hyper impressionnant la façon dont tu as géré le sujet, quoi. Honnêtement, gros respect, quoi. Non, c'est clair, courageux et très frustrant pour les fans. Moi, quand je voyais que toi, tu te faisais allumer alors que tu avais vraiment fait the right thing, comme on dit ici à New York. C'est-à-dire que tu étais la victime dans l'histoire. Tu avais fait en plus, tu avais eu le courage de te révolter contre cette criminalité, contre ce truc dégueulasse, ce chantage qu'on t'avait fait. Et derrière, tu te faisais quand même un peu comme Jacques Glassman, quoi, qui s'est fait défoncer quand il a dénoncé la corruption. C'était un peu la même histoire. C'est vrai que c'était une forme d'injustice que quelque part j'avais subi, qui m'avait fait beaucoup de mal. Mais ce qui m'avait fait beaucoup plus de mal, c'est que derrière, j'avais pas pu tout simplement participer à cet euro. Parce qu'on le sait tous, si j'avais pas eu cette affaire-là, j'aurais fait l'euro, au moins ma peut-être dernière compétition, qui plus est en plus qui était en France. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup de mal et je me suis dit après Lyon, je me suis dit, bon, il faut passer à autre chose. Je pense que j'ai fait le tour Tu pouvais pas rester en France. Moi, à Marseille, à Lyon, sur les deux clubs, j'ai fait 10 ans. 10 ans dans les deux plus grands clubs français pour moi. Bon, il était pour moi le temps de pouvoir changer. Je suis resté en plus sur, comme je l'ai dit, une deuxième année vraiment magnifique à Lyon. Je me suis dit, j'en ai parlé avec toujours avec mes parents et puis aussi avec mon cercle d'amis. Et pour moi, il était temps de pouvoir voir autre chose. Et donc, tu as une bonne relation, ou tu as une relation très particulière, j'ai envie de dire proche, mais peut-être que je me trompe avec Didier Deschamps. Est-ce qu'il te le dit, il te dit, écoute, voilà, vraiment, j'ai trop de pression, je ne peux pas te sélectionner tant que cette histoire n'est pas réglée, ou est-ce que non, il ne te le dit pas de manière aussi explicite? Non, il ne me le dit pas d'une façon explicite comme ça, mais il me fait comprendre que j'avais eu beaucoup de blessures, que je jouais pas tout le temps. Et tu y crois à ça, toi? Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Mais c'est du Didier, ça. Ouais. Et c'est pas grave, je l'ai revu Didier, on n'a pas reparlé de ça. Et je lui en veux plus. Ça a été une énorme cicatrice pour moi. Ouais, j'imagine. Il a été très, très dur. Parce que, à la limite, je préfère ne plus être en sélection pour des raisons sportives. Bien sûr. Normal, à un moment donné, il y a des jeunes qui poussent, voilà, les gens prennent le relais, et c'est le football. Comme ça, c'est dur, parce qu'avoir été. En fait, t'es puni doublement, quoi. Donc, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la double peine. Donc, c'est ça qui m'a fait le plus de mal. Et puis aussi, pas trop de soutien de la Fédé, pas trop de soutien de certaines personnes. Jacques Glassman. Voilà, où ça a été un peu plus compliqué, où j'étais vraiment très en colère contre ces personnes-là. Mais c'est vrai que, voilà, derrière, pour moi, c'était la plus grosse cicatrice pour moi. Après, Didier m'a appelé déjà pour me dire que directement quand il y a eu cette affaire-là, qu'il ne pouvait pas me prendre dans les prochains matchs parce que c'était pour me protéger par rapport au fait que si au Stade de France, j'allais me faire siffler, bon, blablabla. Bon, voilà. Donc, mais du coup, on est toujours... Ouais, mais on est toujours sur la logique de Didier Deschamps, le groupe. Voilà. Et en fait, donc, lui, ce qu'il ne voulait pas, c'est que
il veut pas être confronté à quelque chose et qu'il ne maîtrise pas. Bien sûr. Voilà, Didier Deschamps fait très attention à sa personne, Ouais. très attention aux critiques. Il est très attentif à ce qui se dit, surtout dans sur les réseaux. Peut-être pas sur les réseaux parce qu'il les a pas, mais en tout cas l'équipe, tout ce qui est RMC, il regarde. Donc, c'est vrai, il écoute genre les Riolo, les trucs comme ça, il est sensible à ça. Il écoute. Peut-être pas tout, parce que voilà, mais moi je me rappelle quand je faisais mes réunions avec lui à Marseille, il avait le journal de l'équipe posé sur le bureau. Hein. D'accord. Donc bon, après d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il disait, et puis c'est vrai que pour m'annoncer que je faisais pas l'Euro, il me l'a expliqué du fait que j'avais été blessé. Et voilà, c'est des choses que je pouvais pas entendre et que je n'avais pas été d'accord, et c'est ce que je lui ai dit aussi. Hein. Donc voilà, et puis après, on est passé à autre chose, voilà, tout simplement. Et du coup, tu retournes pas en équipe de France. C'est vraiment une histoire qui se termine de façon assez abrupte. Voilà, Benzema, qui est aussi donc qui fait partie de l'affaire. Alors, je vais pas résumer toute l'histoire. Il y a eu un très très long procès. Les gens qui s'y intéressent pourront regarder sur Google pour voir les détails. Toi, à un moment, tu lui tends un petit peu la main. Je crois que c'est en 2018. Tu lui dis, bon, bah voilà, moi, si j'étais là, je serrais la main. Il te répond de manière assez virulente. Il retourne ensuite en équipe de France. Pareil, hein, moi je reviens sur ce côté d'injustice. Moi, l'affaire OMVA, j'ai toujours trouvé ça m'a choqué de voir que Glassman se faisait avoir dans cette histoire. Toi aussi, tu es la victime et tu te fais pénaliser. Et ensuite, tu as Benzema qui se fait passer lui-même pour la victime, qui ensuite gagne le Ballon d'Or, qu'il appelle le Ballon d'Or du peuple, etc. Est-ce que maintenant, on est en 2024, tu es en paix avec ça? Est-ce que tu as encore un peu d'amertume? Comment tu te situes à ce niveau-là? Franchement, je suis totalement en paix avec moi-même parce que depuis le D'accord. début, j'ai été droit dans mes bottes depuis le début et je n'en veux à plus personne. D'accord. Franchement, honnêtement, j'en veux à plus personne. C'est pour moi du passé qui m'a pénalisé injustement, mais je suis pas quelqu'un qui reste sur ça. Pour moi, c'est passé et voilà, j'en veux à plus personne. Je souhaite du mal à personne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, forcément, tu es très déçu quand il arrive ça, mais aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec moi-même parce que pour moi, j'ai fait mon boulot de citoyen depuis le début, sans savoir qui était au bout de tout ça. Quand tu portes plainte au tout début contre X, après, à un moment donné, tu peux plus faire marche en arrière. Hein. Bien sûr. C'est ça, hein, c'est autrement. Et puis voilà, tout simplement. Après, aujourd'hui, moi, je suis vraiment, vraiment en paix avec moi-même. Je souhaite du mal à personne, que chacun ait du bonheur. C'est ça le plus important. Alors, bien évidemment que sur les faits, sur le moment, c'est très dur Bien sûr. parce que ta famille en prend un coup, parce que derrière, ça te pénalise sportivement et que le football, c'est quand même toute ma vie et que quand même l'équipe de France, c'est Surtout l'équipe de France, tu disais toi-même, Exactement. Tu disais toi-même que c'était ton Donc objectif voilà, principal. mais aujourd'hui, si tu me poses la question, franchement, honnêtement, voilà, j'ai aucune aminosité envers qui que ce soit et que tout le monde soit heureux, moi, c'est le plus important. D'accord. Bon, ça a le mérite d'être très clair, très positif. On a pris beaucoup de ton temps, alors je propose qu'on passe aux questions mitraillettes, Guillaume. Avec plaisir. Donc les questions mitraillettes, si on pose des questions, faut pas réfléchir, faut répondre dans l'instinct et dans l'instant. Voilà. Ok. Ton joueur préféré actuellement? Bon, actuellement, je dirais Junior, Vinicius Junior. L'équipe que tu regardes systématiquement jouer? Olympiakos. Ah oui, ok. Ouais, parce que j'ai les chaînes grecques. Comment je t'aurais dit Marseille? C'est lié à un problème un peu de technologie. Mais là, c'est vrai que j'ai entendu grec, donc je me suis dit, non, mais c'est Olympiakos Marseille, les deux. D'accord. Et parmi toutes les équipes dans lesquelles tu as joué, lequel était le plus gros chambreur? Ribéry. Quel est le surnom que tu as donné à un autre joueur qui te rend le plus fier de ta blague? Le surnom
qui me rend le plus fier de ce surnom, en fait. Qu'est-ce qui te rend J'avoue que j'ai pas compris la question, Guillaume. Hein, donc, c'est dans l'instinct aussi. Hein. Mais il m'appelle le nain. Le nain. Ouais. Okay. C'est bon, j'avais la même question. J'ai dit, quelle est la blague qui t'a fait le plus te marrer sur ta taille? T'es tellement petit que tu achètes un Hummer. Pourquoi? D'accord. Quel est ton meilleur ami dans le foot? Ronald Zubar. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, quand je suis arrivé à Marseille, m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup protégé, il m'a donné énormément de conseils. Et c'est quelqu'un que je respecte énormément et avec qui, quand je reviens sur Aix, je le revois parce qu'il habite sur Aix. Et franchement, j'admire beaucoup cette personne. Quel est le défenseur que tu détestais affronter? Celui que j'ai détesté affronter était Mangane, le défenseur de Rennes. Il était à Strasbourg aussi, je crois. Ah ouais, c'est Kader Mangane. Lui, c'est vraiment c'est vraiment une mitraillette. Lui, découpé. Lui. Oh là 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 là. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pendant ta carrière? De vraiment toujours de rien lâcher, de toujours travailler. Peu importe si des fois tu as raison ou c'est l'injustice, travaille. Et un jour, tu gagneras avec le fait que tu travailles, tu arriveras à tes fins. Ça, c'est toujours vérifié. Enfin, pour ma part. D'accord. Est-ce que tu as été triste de la relégation de Bordeaux? Très triste. Même si très touché surtout. Parce que même si j'ai jamais eu l'occasion de porter ce blason, qui a été une grande souffrance pour moi quand j'étais jeune, parce que j'avais quand même 18 ans quand j'ai été évincé de Girondins de Bordeaux, mais j'ai fait quand même toutes mes classes et j'allais voir tous les matchs avec mon père à Bordeaux. Donc, beaucoup d'émotions. Alors justement, Paul Bess et Rio Mavuba ont repris une petite licence en National 2. Est-ce que tu te vois faire ça on te souhaite évidemment de continuer ta carrière au plus haut niveau le plus longtemps possible, mais est-ce que tu te verrais faire un truc comme ça? Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Après, je vais faire attention à ce que je dis, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais. C'est vrai que malheureusement, comme j'ai dit, j'ai pas eu cette opportunité de pas pouvoir tout simplement jouer en professionnel au Girondins de Bordeaux parce que j'ai fait toutes mes classes et ça s'est fait qu'à 18 ans, j'ai été évincé. Mais dans le football, on peut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas d'actualité. Si tu dois choisir un club de Ligue 1 qui doit remplacer Bordeaux en National 2, tu as le choix de choisir n'importe quel club de Ligue 1 et tu leur dis vous remplacez Bordeaux et Bordeaux monte en Ligue 1. Tu choisis quel club qui remplace Bordeaux en National 2? J'aime pas faire des amis dans ce. C'est le but. Ouais, je dirais Auxerre. D'accord. Une raison particulière ou c'est mitraille, attends, t'es pas obligé. Forcément, je sais pas. D'accord. Ça commence par un A, la lettre de l'alphabet, c'est les premiers à Auxerre. Quel est le meilleur accueil que tu aies reçu dans un club? Des supporters. Fenerbahçe. Fenerbahçe? Ouais. Fenerbahçe à l'aéroport, ils étaient 1000. Ouais, pas mal. Incroyable. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu es assisté, sur ou pendant un match? Sur le terrain, pendant un match ou dans les vestiaires? Dans les vestiaires, j'en ai connu à Marseille avec Jérémy Morel et Stéphane Mbia. D'accord. J'aurais pas parié sur ça. Ouais, ça a été chaud, très très chaud. Ouais. Je me rappelle parce que Jérémy Morel il était à côté de moi. Il y avait aussi Mbia et c'est parti en cacahuète. Et ils ont dû être séparés? Ouais, oui, parce qu'après, quand tu es tous dans le vestiaire, ça se sépare, mais ouais, c'était D'accord. D'accord. Quel est ton plus beau souvenir de foot? Mon plus beau souvenir de foot, je pense que Liverpool, ça peut. D'accord.
Ça a une connotation quand même très particulière parce que premier match en Champions League, première de Guéretz, et puis je pense que c'est mon lancement de ma carrière, même si j'avais fait des matchs ma première année déjà. Mais ça a été un moment incroyable. Et puis il y avait ma sœur en tribune, c'était un moment magique. Quel est le club que tu aurais rêvé de rejoindre? Barcelone, Barcelone. sans hésiter. Et c'est le seul club, et c'est le seul stade Pour lequel tu n'as pas joué. et que j'ai jamais joué. C'est un symbole. Tu peux me dire tous les clubs, j'ai tous joué. Dans tous les stades. Barcelone, la boule, elle n'est jamais passée. C'est dingue. Elle est passée juste à côté à chaque fois. C'est dingue. Incroyable. Mon père, il m'a dit, c'est pas possible, tu as fait exprès. Jamais passé. Quelle est la plus grosse fiesta que tu as faite? Fiesta, ben, en fait, Mykonos. Ah ouais? Mykonos. Et tu te souviens de la soirée? Ouais, on devait être 30, on devait être 30, on a fini à 150. D'accord. Donc, c'est pas ma plus belle, mais c'est des plus grosses. Est-ce que tu as un match qui te fait te réveiller en sueur en pleine nuit, où tu as des regrets, des cauchemars, quelque chose comme ça, un match en particulier où qui te donne des sueurs froides encore? Ouais, j'en ai eu un en particulier quand j'étais à Lyon, quand on a joué contre Lille. Il y avait un partout. Et je sais pas moi, là, 85e ou 90e, à 5 minutes de la fin, mais j'ai un ballon tout seul, il n'y a plus personne dans les buts. Plus personne. Je suis à 5 mètres, je sais pas, 4 mètres du but et je la mets sur la barre. Ah. Et ça, derrière, il y a derrière une contre-attaque penalty, on perd. Non. Le chat noir. C'est incroyable. Incroyable. Tu regardes l'action. Ouais, faut que je regarde. L'immanquable de... Je dis, c'est pas possible. Incroyable. Je me voyais déjà dedans. Je me suis pas penché, j'ai mis le ballon sur la barre. Tu fais vraiment des cauchemars encore? Tu revis ce match ou c'est juste que tu as des regrets? Fois, je me dis, mais comment j'ai pu louper ça, quoi. Ouais. Wow. Oh, tu t'imagines, c'est incroyable. Incroyable. Combien de fois tu t'es réveillé le matin en découvrant la personne qui est à côté de toi et que tu connaissais pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu es à côté d'une personne et tu te souvenais pas vraiment que tu avais passé la nuit avec cette personne. Combien de fois ça t'est arrivé? Jamais. Que tu es surpris de la personne qui est à côté de toi? Jamais. Jamais. Non. Quel est le legacy de Mathieu Valbuena? Quel est l'héritage que tu laisses au foot? Et je pense que ça peut donner de l'espoir à beaucoup de personnes qui sont de taille comme ça, de ne pas lâcher et de se dire que eux aussi ils peuvent y arriver. Ils peuvent y arriver. Je pense que ça peut être un exemple par rapport à ça et que malgré que souvent on n'arrive pas quelque part, bah, des fois il faut découvrir d'autres choses. Qu'est-ce que va faire Mathieu Valbuena dans 7 ans quand il va raccrocher les crampons? Dans combien? Dans 7 ans, bon, t'es tellement en train de continuer, alors je dis dans 7 ans, mais bon, si tu raccroches les crampons dans 5 ans. Moi, toujours rester dans le football parce que le football, c'est toute ma vie. Je pense que dans le foot, aujourd'hui, on manque souvent des entraîneurs ou dans un club, manque de communication, manque de tact aussi avec les joueurs. Je pense que la communication est importante et un joueur, quand il vient dans un nouveau club, a besoin aussi de se sentir bien. Et j'ai envie d'être là, de travailler proche du terrain. C'est pas être psychologue, hein, mais c'est être proche du terrain, leur apprendre beaucoup de choses sur le terrain, mais aussi discuter avec eux, parler avec eux, pour que si le coach a besoin d'eux, qu'ils peuvent répondre présent aussi, parce que si tu leur parles, si tu leur dis les choses où il faut progresser, quand ils auront leur chance, ils seront mentalement quand même prêts pour pouvoir être performants. Mais coach, pas dans le sens entraîneur, mais coach. C'est un coach de carrière, mais pas sportif. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est intéressant. Mais c'est pas trop répandu, ça,
D'ailleurs, c'est un peu une bonne idée d'être coach de sportif sans être agent de joueur ni être entraîneur, mais Voilà, plutôt quelqu'un qui... moi, franchement, honnêtement, travailler pour un club spécifiquement, après, bien sûr, si on me demande des transferts, il n'y a aucun problème. Sur certains joueurs, mon opinion sur certains joueurs, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais ça aussi, je trouve que ça manque parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui voilà, d'être au quotidien avec eux, même après les entraînements, de pouvoir travailler sur leurs faibles, de continuer, tu vois, de plein de choses, d'un travail spécifique, de pouvoir discuter, de pouvoir. C'est tout un truc parce que souvent, un entraîneur, il a 26, 27 joueurs, il n'a pas toujours le temps de pouvoir discuter avec tout le monde, même si c'est une part de son management, c'est important aussi, tu vois, mais je pense d'avoir quelqu'un à côté de lui pour pouvoir aussi prendre ce relais-là entre le vestiaire et l'entraîneur, je pense que c'est important. Tu as José Anigo et Eric Guéret sur un bateau en train de couler. Lequel tu sauves? Je me coule. D'accord. Tu te Je me sacrifies. coule. D'accord. Quel est le truc le plus débile que tu aies acheté un coup de folie? Je sais pas, une montre. Ouais, le Hammer. Le Hammer. Toujours, on revient sur le Hammer. Le Hammer, il revient parce que- souvent. Hein. Tu l'as gardé combien de temps, ce Hammer? Ouais, je pense que je l'ai gardé bien un an et demi, mais j'étais tellement fier d'être avec ça. Et en fait, j'ai vu Djibril Cissé, il y en avait un, et je me suis dit, bah vas-y, franchement, je veux ça, c'est mon kiff et tout. Et je l'ai acheté, quoi. Je l'ai acheté, mais c'est. Et tu l'as revendu au bout d'un an, donc. Ouais, voilà, ouais, je l'ai revendu. D'accord. Toi, t'as bien gagné ta vie, donc tu as un peu acheté ce que tu voulais. Est-ce qu'il y a un cadeau qui te ferait plaisir? Est-ce que un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, un petit geste, il y a un truc qui te ferait plaisir, même si c'est pas grand, un truc qui est... Est-ce que on peut encore te faire plaisir en t'offrant quelque chose? Je pense pas en m'offrant quelque chose, mais voilà, en étant proche de ma famille. Moi, les plus gros, c'est peut-être une surprise, tu vois, une surprise de mes parents qui viennent me voir par surprise ou ma fille qui vient me voir par surprise. Ces surprises-là, c'est incroyable. Pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de tout ça. Et pour moi, c'est ça le plus important. Moi, le matériel, Dieu merci, j'ai eu tout ce que je voulais dans ma vie. Et je suis pas blasé du tout. J'aime ma vie, je suis bien où je suis. J'ai une famille qui est extraordinaire, mais ouais, le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est une surprise, que ma fille vienne me voir par surprise ou ma famille, tu vois, c'est ce genre de surprise. Quel est pour toi le nouveau Mathieu Valbuena en 2024? Je pense que j'ai su m'apaiser. Je me suis apaisé envers, envers moi-même. J'ai toujours une grosse personnalité parce que quand il faut que je dise des choses, je l'ai dit. Mais voilà, je fais beaucoup plus attention sur pas mal de choses. Je suis peut-être moins insouciant dans la vie de tous les jours que j'ai pu être quand j'étais avant. Et parce que quand tu vois que ta fille grandit et que je pense pas que tu changes, mais tu évolues. Tu évolues dans le bon sens des choses parce que tu te dis toujours quand tu fais quelque chose, tu te dis est-ce que c'est être un bon papa si tu fais ça? Et donc pour moi c'est ces choses-là que je veux être et de te dire que si ma fille était une petite souris, elle aimerait ça ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est d'être le papa exemplaire et je pense l'être parce que je suis très proche d'elle et je suis très bien avec ma famille, avec mon ex-femme, tout se passe bien. Donc voilà, par rapport à ça, je suis très comblé. Et alors, dernière question, en tout cas en ce qui me concerne. Alors, j'imagine qu'à un moment, tu vas revenir en France, dans 12-15 ans, quand tu auras fini ta carrière. Où c'est que tu te vois habiter? Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux? Je pense pas. Ah, tu penses pas revenir en France? Waouh. Non. Ok. Non, parce que j'aime la France. Déjà, je suis très bien à Aix-en-Provence. J'adore Aix-en-Provence.
parce que déjà, je connais beaucoup de monde et j'ai ma fille là-bas, bien évidemment. Et sincèrement, je ne me vois pas revenir en France. D'accord. Je me vois plus vivre ici en Grèce ou voir aux Émirats arabes unis. Voilà. D'accord. Ok, Guillaume. Non, pas de questions pour moi. Déjà, on t'a pris encore un temps incroyable ce Non, soir. mais il n'y a pas de souci, pas de souci. Quand Merci. on fait les choses, on les fait bien. Voilà. Ouais, exactement. Et écoute, c'était un plaisir de te recevoir dans le podcast. Moi, j'ai kiffé personnellement. C'était vraiment un très bel entretien. Et donc, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Ouais, merci Mathieu et continue à nous régaler pendant très longtemps. Avec plaisir. Ben voilà, écoute, on a joué la semaine dernière, j'ai marqué. Ouais, on l'a vu. Tacle rageur. Puis voilà, puis on continue. On prend du plaisir, c'est ça le plus important. Voilà, et puis on est bien, donc ça va. Écoute, continue à prendre bien soin de toi et merci beaucoup Mathieu. Vraiment, ça a été super. Avec vraiment. Plaisir. Et désolé de t'avoir harcelé. Je sais que je peux être très chiant, mais merci en tout cas. Il n'y a pas de souci. À Merci. bientôt, bonne soirée. À très bientôt, bonne soirée. Merci Bye beaucoup. bye. C'est la fin de ce 3e volet consacré à Mathieu Valbuena. On espère que vous avez adoré ces épisodes autant que nous avons aimé les réaliser. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous rappelle, comme toutes les semaines, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur notre site web www.lepodcastdeslégendes où vous trouverez tous nos épisodes ainsi que des articles, notamment ceux écrits par notre collaborateur Johan Sonek et bien sûr d'autres goodies, des vidéos, des clips, bref, tout ce qui est à votre disposition pour continuer l'expérience du podcast des légendes. Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.